Produit avec le soutien de Sidi Ali, eau officielle des équipes nationales du Maroc. Bonjour les amis, vous êtes bien sur Radio Ma'arif. Toujours avec Rida Allali. Bonjour Rida. Salut Mustafa. Ça va? Oui. En forme. Alhamdoulilah. On arrive au bout là. Hein. C'est la première saison, on espère bien. Première saison, on espère la suite, bien sûr. C'est tout ce qu'on a raconté sur le monde Sahab. Il y a tant de choses à raconter sur Bien l'histoire sûr. du foot, les clubs, les joueurs, les dirigeants, les joueurs, les dirigeants. Oui, il y a énormément de choses. Bien sûr. Oui, d'ailleurs, on a eu l'épisode Marrakech-Rabat aux États-Unis où c'était Marrakech et Rabat. Tu peux lire l'histoire du Maroc avec le foot. Bien sûr, il y a de quoi. Et encore une fois, je répète que je suis très déçu que votre noble profession ne s'intéresse pas à ce sujet aussi trivial. Peut-être que ce n'est pas du niveau de leur grande culture, mais pourtant ils apprendraient beaucoup de choses. Non, il y a des étudiants qui s'y intéressent. Moi, je crois en licence. Une fois, mais ça fait longtemps, quelqu'un m'a parlé de ça et je l'ai orienté sur les journaux, sur la presse. Sauf que, malheureusement, maintenant, la langue française se perd, espérant son retour, parce que justement, la documentation est plus importante en français pour l'époque coloniale qu'en arabe. Et les journaux en arabe n'abordaient pas trop le sport à l'époque, c'était justement pas vraiment un grand sujet, ouais. Alors que la presse en français lui donnait beaucoup d'importance, et bien sûr, comme toute la presse qu'on a trouvée, il y a toujours une page sport avant la naissance des magazines ou des journaux qui s'intéressent uniquement au sport et surtout au foot. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi, Rida Allali? C'est le dernier épisode de la saison, on va parler de la Coupe du Monde de Russie 2018. Où le Maroc fait son grand retour, 20 ans après 98, c'est-à-dire 20 ans sans Coupe du Monde. Le retour en Coupe du Monde, voilà, avec Hervé Renard sur le banc. Et le terrain par excellence de l'équipe nationale, et voilà qu'on traverse le désert. Le désert, passage des cannes qui sont complètement loupées. Oui, mais c'est une longue traversée du désert. Hein. Tu as l'habitude de nous parler du commerce transsaharien, celui-là, c'est mon ami. Non, quoique l'exprès. Il n'y a pas grand-chose sur la caravane. Non, il faut rentrer dans le détail de cette période-là, parce que je pense qu'elle est importante à décrire. On avait laissé la Coupe d'Afrique, on avait laissé Zaki sur le banc. Voilà, depuis la performance de 2004 à la 2004, oui, en France à la Coupe du Monde. Avant, c'était la France en Coupe du Monde 1998. Ouais. La CAN, la finale, et là... on se trouve là dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Donc, c'est le fameux match à Rades, le 2-2 dont on a parlé. Qui a eu lieu en Allemagne. Qui a eu lieu en Allemagne. Et on avait un joueur qui jouait en Allemagne, justement, Mourtali. Mourtali, il est typique de cette période 2004, avec des grandes performances, les meilleurs buteurs de la CAN, et en même temps, il est absent. Enfin, on ne va plus jamais le revoir à ce niveau-là, mais Zeki est remercié évidemment à la fin de cet échec de la Coupe du Monde. Troussier arrive. Alors, Troussier, c'est ce personnage... idéal dans notre esprit. Troussier, il a des liens avec le Maroc, il est passé par le FUS, il a entraîné au Japon, il a entraîné en Afrique de l'Ouest, je crois que c'est en Côte d'Ivoire. Je me rappelle plus, mais en tout cas, Troussier, c'est un peu l'archétype du français baroudeur, un peu le sorcier blanc. Tu connais le concept du sorcier blanc? Non, un sorcier, je veux dire, dans la culture de l'Afrique, depuis chez nous jusqu'au bout, je veux dire, c'est une image, en tout cas, de quelqu'un de très fort, etc. Mais un sorcier blanc, j'ai jamais entendu. Alors, le sorcier blanc, c'est un entraîneur en général français qui débarque en Afrique et qui fait des miracles, qui est en général un personnage charismatique, qui est même blond, même on a envie de dire. Je pense à Claude Leroy, comme ça, avec le Cameroun, Bruno Metsu avec le Sénégal. Bruno Metsu avec le Sénégal, qui était là, un peu le mentor de Hervé Renard. Hein. Et là, Troussier fait partie de ces personnages. Il y a un côté un peu France-Afrique dans le sorcier blanc. Hein. D'accord. Il y a un côté un peu... baroudeur, fonceur... baroudeur slash mercenaire, slash... voilà, un peu dominant, tu vois. Donc Troussier, il arrive, et on a l'impression qu'il va s'installer pour des années, parce que il connaît le Maroc, connaît l'Afrique, il a envie de... Enfin, concrètement, je vais te la faire rapidement. On va spoiler très vite. Il reste quelques semaines, je crois 2 mois, un seul match amical, et il nous plante. Fait très vite, il comprend qu'il va pas se mettre d'accord avec la fédération. Hein, c'était rapide à comprendre. Fakhrel arrive 3 semaines avant la CAN. Donc, je t'explique un truc. Hein, c'est un balance. Avant les éliminatoires. Non, avant la phase finale. La phase finale. La CAN 2006. Je t'explique. Hein, c'est un balancier. Tu as un entraîneur étranger qui part, on ramène un Marocain, parce qu'en général, il faut sauver les meubles. Le tampon. Voilà. Ensuite, l'entraîneur marocain dit non, il est nul, il nous faut un étranger. L'étranger arrive. Ah, ça marche pas, il est nul, il nous faut un Marocain. C'est les seuls qui acceptent, parce qu'on est au fond du trou. Bref, Fakhrel arrive, il joue la CAN, il est éliminé avec 2 points, dont aussi, puisqu'on parle de quelque part dans notre coin de la tête, il y a toujours l'équipe du Maroc, du Qatar. Hein, le premier match en 2006 contre la Côte d'Ivoire, c'est un penalty de Regragui, où il fait une faute sur Drogba de tête. Bon bref, on a éliminé. Fakhrel continue son travail jusqu'à quelques semaines de la CAN 2008, où il est viré, remplacé par Michel. Donc en résumé, Fakhrel, il a joué une CAN pour laquelle il ne s'était pas qualifié, et il n'a pas joué la CAN pour laquelle il s'était qualifié.
Henri Michel en 2008, c'est pas bon, c'est un retour. On essaie de raviver les vieilles flammes, tu sais. Quand on n'a pas beaucoup d'idées, on essaie de refaire ce qui a marché. Des interviews malheureuses, beaucoup de scandales de communication, une CAN un peu maudite, avec cette blessure de El Loudi, Soufiane El Loudi, qui marque 3 buts en une demi-heure et qui se blesse, qui reviendra jamais à ce niveau-là. Donc on sort de cette CAN 2008 sans gloire. Ensuite, c'est Fethi Jamel qui fait l'intérim. Fethi Jamel, on peut quand même lui reconnaître, Fethi Jamel, une belle victoire en Belgique, 4-1. Quand même. En amical. Bien sûr, il est remercié. Puisque c'était juste avant, c'était un Européen, donc maintenant revient un Européen, Le Maire. Pourquoi Le Maire? Parce que Le Maire nous a martyrisés avec la Tunisie, et donc on va ramener Le Maire. C'est lui qui était à la tête de l'équipe de Tunisie, de l'équipe de Tunisie à la CAN 2004. Voilà. D'accord. Et à l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc Le Maire qui arrive en juillet 2019, c'est pas très en forme. Hein. Il est très vite, en fait, il nous sort de la compétition de la Coupe du Monde 2010. Et il est remercié. Voilà. Alors là, pour information, là, c'est vraiment le fond on n'est plus dans les traversées du désert, là. On a bien creusé, là. On a bien creusé. C'est le moment, d'ailleurs, on écrit Black Monseba, juste pour donner une idée du niveau de désespoir collectif. C'est l'arrivée de Ali Fessifeli, j'ai oublié de préciser ça, à partir de 2009. Donc il tombe sur une équipe comme ça, avec séparé de Roger Lemaire. Alors, ça peut calmer les nerfs, mais ça ne nous remet pas en Coupe du Monde. Hein. Pardon, mais quand même, ça concorde avec des performances des équipes marocaines dans les compétitions africaines, etc. Les équipes marocaines ont toujours performé, surtout. C'est-à-dire le championnat, la Botola, il est là. À partir de 2017, le WAC en Ligue des Champions 2022, la Ligue des Champions du WAC, finale 2019, la Coupe de la CAF du Raja 2018, 2021, de Belken, la victoire en Chine, c'est plus tard. Mais disons que 2009, 2014, 2013, c'est aussi le Raja qui arrive en finale de la Coupe du Monde des clubs, c'est aussi une très belle équipe de Tétouan. Il y a un beau championnat vers les années 2012, 2013, 2014. Il y a un beau championnat. Et en même temps, une équipe nationale qui n'a rien à voir. Mais ça fait partie des débats qui empoisonnent cette équipe. Pourquoi le botoliste, ce type qu'on appelle le botoliste, là, il n'est pas du tout considéré comme pouvant faire partie de l'équipe nationale. Alors attention, c'est un débat qui a empoisonné les réseaux sociaux, parce que tu le places sur le plan du patriotisme ou de l'identité, mais moi, je ne place pas du tout sur le plan du patriotisme ou de l'identité. Je dis que le joueur du championnat national avait toujours besoin de montrer 5 ou 6 fois plus que le binational pour être appelé. C'était plutôt des sélections de convenance, de diplomatie. On va sélectionner le capitaine du Raja pour calmer le public du Raja, le capitaine du Wydad pour calmer le public du Wydad. Mais au fond, tout le monde pense que la voie vers une équipe nationale performante, c'est d'aller sélectionner les binationaux et convaincre ceux qui hésitent. Alors on va avoir des scouts qui vont sillonner l'Europe. Parfois, ils ont même des budgets pour convaincre les hésitants. Ils vont parler aux parents, parfois même du chantage affectif. Voilà, c'est Mzaouga. Si c'est nécessaire. Voilà, et le Mzaouga, ça aboutit à une sélection où les joueurs sont plus importants que l'équipe. D'accord. Où ils jouent un peu à la demande. D'accord. Où, tu comprends ce que je veux dire? Alors Guise, donc du coup, on va avoir beaucoup de monde. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est le rapport avec le public marocain. Le public marocain, à ce moment-là, il explose. Les clubs marocains, au moins le WAC, le Raja, les Phares, Berkane, Tétouan, le CAC, Tanja, toutes ces équipes pour des publics incroyables, mais qui ne se reportent pas du tout dans l'équipe nationale. Qui ne se reportent pas du tout dans l'équipe du Maroc. Ils ne sont pas dans le même monde. Ils ont des chansons, ils ont des tifos, l'équipe nationale n'a pas tout ça, tu vois. C'est vraiment le moment où les deux mondes se tournent le dos. Il y a le monde des clubs qui explose, avec y compris parfois des résultats, une passion. Et chaque week-end, les stades sont pleins. En tout cas, au moins 5 ou 6 stades de Botola 1, ou Botola même parfois 2, vu que le CAC est là-bas. Le CODEM, parfois. Le CODEM fait le plein en rouette. Et tu as l'équipe du Maroc où il faut courir après les gens pour remplir. Alors, à la décharge du supporter de l'équipe nationale, il a été maltraité. On a parlé du départ de Le Maire. Après Le Maire, on arrive à une période vraiment bizarre avec l'administration Fessifeli et 4 entraîneurs d'un coup. Les 4 fantastiques. Ouais, les Terkib al-Roubaïa, là, il y avait 4 entraîneurs si uniques dans l'histoire du foot. Terkib al-Roubaïa, les 4 fantastiques. Le Muqata'a, on racontait qu'ils avaient essayé de faire rentrer Chemmer au Makhdrouch et de faire moi, signature. Tampon. Non, mais il faut comprendre pourquoi. C'est la politique. Non, c'est d'excellents entraîneurs, mais mis à 4, ça fait une alchimie bizarre. Non, mais mis à 4, ça veut dire on va diluer la responsabilité. Il y a dedans Slami, il y a dedans Amouta, et Nasseri, Moumen. En fait, Slami et Amouta, au moins les deux ont gagné une Coupe d'Afrique, c'est pas rien. L'idée, c'est de dire, vous savez, Slami et Amouta ont tous les deux gagné le Chan, déjà. Voilà, le championnat, je cherchais exactement ce qu'il y avait en commun. Mais après, écoute, on est éliminé de la Coupe du Monde. On va mettre ces jeunes-là, on n'a pas envie de les griller, donc les gens ils vont pas se rappeler exactement qui était là. On va leur demander de gérer les affaires courantes en attendant le sauveur. Sauf que là où ça tourne mal, c'est qu'on est dans les éliminatoires de Coupe du Monde et de Coupe d'Afrique combinées. Et là, on va même planter la Coupe d'Afrique, c'est-à-dire qu'on est dernier
de notre groupe éliminatoire de Coupe d'Afrique. On n'est pas qualifié à la CAN. C'est-à-dire la CAN, c'est 16 équipes et on n'est pas dans le top 16. On est derrière le Togo, derrière le Gabon, derrière le Cameroun. Et là, c'est en dessous. C'est-à-dire qu'ils ont même géré les affaires. En dessous du niveau. Voilà, en dessous du niveau. Donc on est presque dans la faute professionnelle. Je parle de responsabilité collective. Parce que tu as une Coupe du Monde, le maire, mais la CAN, tu joues pas la CAN. C'est une CAN, tu te qualifies, quoi. Enfin bref, là, à partir de là, la stratégie va considérer à attendre le sauveur. Le sauveur s'appelle Guéretz, mais il est en contrat avec l'Arabie Saoudite, un club qui s'appelle le Hilal, qui est, je pense, à Jeddah. Non, voilà, Riyad, je sais pas, excusez-moi. Et il va pas rejoindre rapidement. Non, ça va durer un an durant lequel on va nous expliquer qu'il coach en utilisant, je me rappelle l'expression, Wasa'il Elam Haditha. Donc on a encore un long intermède avec Kuperli, son adjoint. Enfin, Guéretz arrive et Guéretz, c'est typiquement l'erreur de timing et l'erreur de casting. Tu vois. C'était pas le bon personnage, le bon moment. Malgré ses performances. Non, déjà parce qu'il était sous contrat et on a eu du mal à le récupérer. Le bon personnage, je crois pas. Je crois qu'il arrive avec l'idée que ça allait être facile. Il était titré, il a été titré en Hollande, il a été titré en Belgique, il a été titré partout où il est passé. Bon palmarès derrière, donc. Oui, même en Bundesliga, il avait fait un bon passage, je pense, et il s'est dit, bon, la Coupe d'Afrique, ça va être facile. Dès qu'il arrive, déjà, il y a un énorme problème avec son salaire. Voilà. Donc, il va être attaqué sur son salaire. Les polémiques qui commencent, ça y est, c'est raté. Les réponses sont pas géniales. Au lieu d'essayer de communiquer, on va aller dans la provocation, il va... Je me rappelle très bien répondre vertement à un journaliste qui lui pose des questions légitimes. Donc, il va s'amuser à se matcher les journalistes. En fait, on a l'impression qu'il est un peu gonflé par la fédération. On dit, vas-y... carte blanche, fais ce que tu veux. Voilà. Donc, il y a cette fameuse victoire contre l'Algérie 4-0 en juin 2011. On est en pleine contestation. Là, le printemps arabe, il a 6 mois. Il y a à l'époque encore des mouvements... Non, c'était le 20 février au Maroc. Oui, mais l'ambiance au Maroc, à ce moment-là, c'est de se dire, cette victoire fait du bien, mais on ne voudrait pas se payer une contestation pour du foot. Ouais. Voilà, on voudrait pas se payer une contestation. Normal. Si ce type va nous créer des problèmes, tu vois. Donc on va insister avec Guéretz, il va planter la CAN 2012, et à un moment où ça va grossir, on va le remercier. Il laisse quand même l'image d'un bonhomme qui a loupé son passage, complètement loupé son passage. Il a fait confiance, je pense, aux mauvaises personnes. Il s'est un peu enfermé. Moi j'ai une scène que j'ai en tête, c'était au stade de Tétouan, Seigneur Darmel. Tétouan était bien, Fulbotola à l'époque. Et il était venu voir le match, et il avait, le stade de Tétouan, il est petit, hein. La tribune, tribune officielle, mais bon, tu n'as pas beaucoup de place, quoi. Tout le monde voit tout le monde. Voilà. Et il avait allumé un grand cigare. Ou qui brûle, tu vois, c'est. Et l'image du cigare au Maroc, tu la connais. Tu vois. Et là, on parle de ton salaire. Tu arrives dans un petit stade. Les gens sont les uns sur les autres. Et tu t'exhibes. Est-ce que tu ne peux pas? Est-ce que personne dans ton entourage t'a dit, je sais pas, c'est quoi le cigare en Belgique? Je sais ce que c'est au Maroc. Si j'avais eu accès à lui, je lui aurais dit, Benars, retiens-toi 1h30. Nous, on croit que le cigare coûte 1000 dirhams, hein, donc mettre 1000 dirhams, alors que c'est pas vrai. Mais bon. Donc Guéretz part, ensuite on a Taoussir Gregui, c'est la CAN 2013 qui est plantée, le retour de Zeki, et là on arrive à 2015, où carrément, c'est le fond du fond, puisque la CAN marocaine de 2015 est annulée pour cause de virus Ebola. Oui, voilà. Il devrait avoir lieu au Maroc. Il devrait avoir lieu au Maroc, et en octobre, je pense, donc 3 ou 4 mois avant la compétition, on annonce qu'on veut la reporter. Alors évidemment, elle n'est pas reportée. Elle se tient en Guinée équatoriale. Absolument. Voilà. Et elle se tient sans nous. Alors, on arrive à échapper à une grosse suspension. Hein. Donc, on ne fait pas évidemment la CAN 2015, bien sûr. On a frôlé la cata, là. On a frôlé la catastrophe. Mais surtout, c'est le néant. C'est-à-dire qu'on ne va pas à la CAN 2015, évidemment. Les éliminatoires de la Coupe du Monde n'ont pas démarré, donc on ne joue plus rien. Voilà, on a envie de... Stand-by, c'est Zeki qui est revenu. Il ne ravit pas vraiment la nouvelle fédération parce que Fawzi Lerja a été élu en 2014. Voilà, donc il est parti, il a fait son mandat. Voilà. Ouais. Donc Lerja est arrivé, il cohabite un peu avec Zeki le temps qu'il faut, et en 2016 arrive Hervé Renard et ses chemises blanches. Lui, c'est la version ultime du sorcier blanc. Ouais. Et il arrive dans cet environnement, mais vraiment, on est au fond du trou, quoi. Le sauveur, en quelque sorte. Oui, mais là, on est vraiment... je sais même pas, les mots me manquent, hein, parce que on a planté une canne, on n'a plus de match à jouer, les éliminatoires de la Coupe du Monde démarrent avec un aller-retour contre la Guinée équatoriale où on passe sur un but d'écart, et quand Renard arrive, le capital sympathie des joueurs est très bas. Hein. Est-ce qu'il chamboule l'équipe ou il gère l'équipe qu'il trouve devant lui en attendant mieux? Il est plutôt dans la continuité. Hein. Il va renforcer le statut de Bossofa qui était là sous Guérez, de Belhanda, de Mnatia. Il va beaucoup se baser sur la Ligue 1, il va intégrer Dirar, Mouni, elle était déjà là. C'est des joueurs, il est très Ligue 1. Il est très Ligue 1, il a tendance à fonctionner sur des statuts.
C'est-à-dire, je te fais confiance, je te sors pas de l'équipe, mais donne-moi ce que je te donne. Voilà, c'est comme ça qu'ils travaillent. C'est une équipe très sérieuse, défensivement très costaud, Ligue 1. Et elle va d'ailleurs pas prendre un seul but dans toutes les éliminatoires de la Coupe du Monde. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est une sorte de miracle, parce qu'on commence par 2 matchs nuls. Et ensuite, on bat le Mali 6-0 à domicile. Et ensuite, on a un 3e match nul contre le Gabon à l'extérieur. Donc, en fait, 3 matchs nuls en 4 matchs, normalement, ça te sort de la Coupe du Monde. C'est fini. Là, tu es voué à l'élimination. Et ce qui se passe, c'est que un miracle, j'ai pas d'autre mot, hein, la Côte d'Ivoire perd à domicile contre le Gabon, et ça nous relance. Et un nul suffisait à la Côte d'Ivoire si la Côte d'Ivoire n'avait pas perdu à domicile, on serait rendu en Côte d'Ivoire pour le dernier match avec des conditions très différentes. Et là, on est parti, on gagne à l'extérieur. Et les Marocains deviennent fous. Ça faisait 20 ans qu'on n'était pas en Coupe du Monde. Et moi, je me rappelle de la soirée, cette fameuse soirée d'automne 2017, quand on est qualifié. On n'a même plus de chansons pour chanter l'équipe du Maroc. On ne sait même plus quoi faire. Oui, le public n'était plus au rendez-vous. 20 ans. Si tourné le dos, Il y a eu un harek footballistique massif. La moitié de mes amis, la jeune génération, qui est le Real et le Barça. Ça, mais c'est fini l'équipe nationale, on s'est retrouvés. C'est là que commence la mode. C'est dans ce contexte que commence la mode, justement, Real, Barça, les champions européens, etc. Non, ça c'est plus les années, ça date d'il y a 20 ans. C'est le début de Bein Sport qui s'appelait Jalila Sport. C'est le moment où. D'accord. Mais là, d'un seul coup, on se retrouve tous avec notre équipe nationale. C'est une marée marocaine qui arrive en Russie. Oui, c'était la qualification justement à la Coupe du Monde en Russie. Tout le monde se rue sur Internet, tout le monde prend les billets d'avion, les billets les passes, etc. Et c'est la première Coupe du Monde où on va remplir vraiment les tribunes. Remplir les tribunes, c'était une sorte de répétition générale de 2022. Et cette Coupe du Monde, de toute façon 2018, j'ai envie de dire que c'est une répétition générale de 2022. Le public était au rendez-vous. Amrabat, au rendez-vous. Pas le même. D'accord. C'était l'aîné, Nordina Amrabat, absolument. Voilà. Nordina Amrabat. Ouais, on va déjà raconter les matchs. Alors le premier, on le connaît, c'est Naled, on est content, on est de retour en Coupe du Monde, c'est un vendredi. Voilà. Là, l'Etzrer. Ah là, pardon. Etzrer, on se voit tous, là-bas, avec des friandises en train de fêter une victoire contre l'Iran. Et ce match, il est mal géré émotionnellement, même tactiquement. Oui, la tête de Bouhaddouz. La dernière minute, voilà. Le pauvre, tu fais ça. En plus, Bouhaddouz est rentré dans le match. Il n'y a rien de pire. Quand tu es attaquant, que tu rentres dans un match à 0-0, c'est pour marquer. Exact. Mais pas contre ton l'échec. Oh, le pauvre. Donc voilà, tu sais, on a passé... Donc on rate cette on rate ce jeu. premier match, mais même Renard le rate, parce que tu vois la composition de l'équipe, tu as Amrabat qui est plutôt attaquant, qui est arrière droit, Hakimi à l'envers, tu as quand même l'impression, quand il fait rentrer Soufiane Amrabat, on connaît Soufiane Amrabat aujourd'hui, il le fait rentrer arrière droit, il n'est pas arrière droit. Je veux dire, avec le recul aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas à leur poste, beaucoup d'approximations. D'ailleurs, il change la charnière pour le deuxième match. Sey sort et rentre D'Acosta, qui va pas faire un très bon match contre Ronaldo. Et on perd contre Ronaldo. Donc, il fait quand même, comment dirais-je, des changements, des tactiques qui n'ont pas été concluantes. Oui. On a quelques petites bidettes. Quand même, donc les rangs, et après, en face, c'était l'Espagne. Après, on perd contre le Portugal. Le Portugal on est officiellement éliminé. Ouais. Et le troisième match pour la forme, là, c'est le baroud d'honneur où tu arrives à un 2-2 avec l'Espagne, avec un dernier but espagnol très très bizarre, parce que le corner est tiré à l'envers. Voilà, donc tu finis avec 1 point éliminé au bout de mais quand même, on gagne, comment dirais-je... Je vais dire ce que tu gagnes. Tu gagnes, premièrement, déjà, tu as l'impression d'avoir une répétition générale pour 2022. Le public est là, il sera là en 2022. Amrabat, le grand Amrabat est là. Alors, Amrabat, je vais te résumer sa Coupe du Monde, il prend un KO, littéralement un KO, une commotion cérébrale. Oui, une sorte de casque sur la tête. Il revient contre le Portugal, il fait un match incroyable. Contre l'Espagne, il cherchait des problèmes à Sergio Ramos pour l'intimider, il tape la barre transversale, et à la fin, il te résume toute la Coupe du Monde avec VAR is bullshit, qui va devenir le plus fameux de la Coupe du Monde. Absolument. Voilà, absolument. Et il n'a pas tort, parce qu'on s'est fait un petit peu massacrer par les arbitres cette Coupe du Monde. Toujours dans l'optique d'une Coupe du Monde qui annonce la suivante, tu as le premier décollage de Nseri sur la tête de Ramos, qui annonce celui qui va venir plus tard. Celui qu'on a vu au Qatar, effectivement. Si tu veux, dans la répétition générale, tu peux rajouter les états d'âme de Hakim Ziyech, qui pendant les éliminatoires s'était fâché avec Hervé Renard, qu'on allait chercher pour ce pareil, il est revenu, c'est l'histoire qui se répète. Il s'illustre pas en Russie, Ziyech. Non, mais personne ne s'illustre en réalité en Russie. Si, Nordina Amrabat, quand même, avec son combat. Oui, c'est vrai. Mais c'est une Coupe du Monde qui a été plombée par le premier match. C'est une Coupe du Monde qui a été plombée par le premier match. Alors l'aspect positif, c'est qu'on existe. On était là, on a rempli 3 stades, on a chanté l'hymne national, on nous a vus partout. On a même, pour les plus inspirés, allé
chanter le nom de Bouhaddouz, qui était au fond du trou. Bouhaddouz, c'est un destin affreux. Bouhaddouz, Mouskin, c'est quelqu'un qui était... Il jouait dans quel championnat déjà? Il était dans ce championnat anglais, allemand, dans une équipe qui s'appelait Sampaoli, qui est connue pour être une équipe d'extrême gauche d'ailleurs, si ça t'intéresse. D'accord. Pour ton information, c'est une équipe très politisée. Et ce bonhomme-là s'appelle Aziz, parce que, je ne sais pas si c'est son frère, je crois, était fan de Aziz Boudelbela. D'accord. Et c'est un orphelin, il a grandi dans une famille d'accueil, il a vendu des journaux dans la rue. Tu vois, c'est vraiment un drame, voilà, c'est vraiment un drame. C'est le foot, c'est le foot, et il disparaît de l'équipe. D'ailleurs, on le verra quasiment plus à ce niveau-là. Il y a dans cette Coupe du Monde le sentiment d'un retour manqué. Voilà, un retour manqué. C'est un petit peu ça le feeling général. Oui, mais je me souviens de la phrase quand même, malgré cela. Je me souviens de la phrase de Nordin Amrabat. Les gens, bismillah. Les gens, bismillah, voilà. الفرقه ولا الفرقه اللي جا. Donc juste pour montrer quand même cette capacité d'affronter n'importe qui. On a perdu contre l'Iran certes, mais on a peur de personne puisqu'on avait l'Espagne et le Portugal. On a peur de personne, oui. Et toujours dans l'annonce de 2022, on fabrique quand même les épisodes 0. J'ai l'impression que c'est écrit par un scénariste. On va se faire éliminer par des équipes qu'on va éliminer dans la Coupe du Monde 4 ans après. Bah oui, le destin. Mais c'est aussi un peu, j'ai envie de dire, 2018 avec cette qualification à la Coupe du Monde, c'est aussi un peu la réconciliation de l'équipe et du public. Parce que c'est quand même, voilà. C'est cette traversée ténèbres, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir là-dessus beaucoup, mais 2018, c'est la réconciliation. Et en même temps, il y a, tu sais, toi tu le sais, les Marocains, quand il y a un ennemi étranger, ils se solidifient entre eux. Mais en même temps, il y a toujours des fractures. Il y a une fracture. Il y a une fracture, par exemple, qui est alimentée par un match qui se passe en 2017, un an avant, où le Maroc perd contre l'Égypte en CAN. Et les Égyptiens qui sont en face des Marocains, c'est en gros l'Ahli, Zamalek plus Mohamed Salah. Je la fais rapide. Hein. Voilà. Un seul qui joue. Oui, non, c'est l'ossature de. Et c'est l'Ahli que le WAC a battu en 2017, en 2018. C'est les clubs égyptiens qu'on connaît, avec qui le Balkan se cogne, etc. Il y a toujours un coin de ta tête qui te dit est-ce que on n'a pas loupé le coche en refusant d'essayer une vraie concurrence entre les joueurs issus du championnat et les joueurs venus de l'étranger. Il n'y a aucun manque de respect pour moi. Moi, je ne mets pas du tout en cause leur combativité ou quoi que ce soit, sauf pour Mounatia qui nous a dit lui-même que de temps en temps, il préférait son club et nous laissait jouer sans lui. Mais quand il fait des va-et-vient comme ça. Oui, parce que le foot, tu sais, Mustapha, le foot, c'est un storytelling. Tu ne peux pas prendre 30 millions de Marocains, 15 millions de garçons, peut-être 1 million de jeunes sélectionnés, enfin jeunes enfants, et leur dire toi, l'équipe du Maroc, elle n'est pas pour toi. Elle est pour ceux qui viennent de l'autre côté. Tu peux pas dire ça. C'est très difficile. Absolument. Tu peux pas, en tant que fédération, dégrader ton propre championnat qui reste quand même ton produit. Absolument. En disant tous ces gens-là ne savent pas. On a vu la combinaison au Qatar, justement, tous les gens issus du championnat, de la formation. Voilà. Alors Renard, je vais te faire la fin de Renard. Renard continue une année, c'est l'année de trop, parce que 2019, au moment où il y avait peut-être besoin de tourner la page, on la tourne pas, il continue avec les mêmes. Et c'est cette équipe-là qui va perdre dans la CAN égyptienne contre le Bénin au pénalty. Donc j'ai envie de dire, Hervé Renard, il a donné la dignité à cette équipe. Il a qualifié le Maroc en Coupe du Monde. Il a remis sur rail. Il a remis sur les rails. Il a mis fin à vraiment une période, mais sinistre, que j'essaie de décrire. Sinistre. Non, mais sur le fond... Perdre le public pour l'équipe, c'est la pire des choses qui peut lui arriver. Il peut même faire des performances, mais sans public, ça colle pas. Exactement. Donc effectivement, comme tu l'as montré, là, dos à dos, et avec Hervé Renard aussi, les Marocains ont commencé à comprendre que c'était dur, la CAN. C'était dur. Celui qui l'a gagné 2 fois, tu vois, c'est pas une compétition. On a appris un peu l'humilité sur 2 choses. Premièrement, sur les résultats en CAN et deuxièmement, sur le style de jeu. Hervé Renard, en CAN, c'est là où il arrive, il perd contre l'Égypte. En quart, c'est une équipe, c'est Stoke City. C'est-à-dire qu'on balance des longs ballons devant vers Nseri, Bouhaddouz, je sais pas qui c'est qu'il y avait là-bas. C'est très humble. C'est un football humble. Et on l'accepte, tu vois. On l'accepte. On se dit, on n'est pas si beau qu'on croit. Il faut compter sur les coups de pied arrêtés de Fage, la détente de Bouhaddouz, de Nseri, peut-être Edouard. Enfin, je veux dire, on a descendu quand même nos espérances. Et voilà, c'est une équipe très humble qui repart et qui se qualifie pour cette Coupe du Monde 2018, qui loupe son retour, mais qui quand même renoue quand même avec ses supporters. Voilà. Il n'y avait pas au retour quand même cette méchanceté. Je veux dire, ils n'ont pas pu passer en second tour, mais je crois avec le match contre l'Espagne et le Portugal, l'équipe a donné une bonne image et du coup, il n'y avait pas cette critique. C'est un peu comme 98 dans une autre mesure. Le sentiment d'injustice permet de détourner la frustration vers, en l'occurrence, la VAR ou les arbitres. Logique, ça veut dire qu'on n'est pas rien, on a une équipe, mais bon. Tu sais, vraiment, cette Coupe du Monde 2018, elle est très difficile à analyser. J'ai tout entendu, même moi j'oscille en vérité.
Ce qui est clair, c'est qu'il y a vraiment deux façons de voir les choses. Il y a le fait que tu es revenu, les Marocains ont fait la fête, les Marocains ont été en Coupe du Monde, les Marocains ont donné une bonne image dans les tribunes en particulier, mais la vérité aussi, c'est qu'on a été éliminé pas le premier tour, mais le premier jour. Voilà. Et ça, c'est mortel. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Reda Hallali, pour Merci à ces toi. performances sur notre histoire. Je rappelle quand même, depuis le podcast numéro 1, où l'historique du foot, le début en Angleterre, et puis comment ça s'est développé, le championnat avec le temps colonial, le championnat avec les Espagnols, les côtés français, et puis cette équipe qui a joué contre l'équipe de France sous Vichy à Casablanca dans les années 40-42, je crois. Et puis, quand même, cette évolution jusqu'à Mexico, la grande performance, les éliminatoires, l'Espagne. Bref, je vous invite à réécouter ou à écouter les podcasts. Si je fais un petit bilan de retour, j'ai envie de dire, cette équipe nationale, elle a été très importante dans la construction de l'idée de nation, dont tu parles justement. Là, on dit l'équipe nationale, exactement. Ça a été compris très vite par le politique, quand je dis le politique, c'est en particulier Hassan II. C'est un peu partout dans le monde, je veux dire. Hein, surtout dans le tiers-monde. Dans le tiers-monde, surtout dans le tiers-monde. Le sport. Je le dis, c'est que c'était le mot qu'on utilisait à l'époque, il n'y a pas de mépris. Bien sûr, surtout l'implication du roi à l'époque. Oui. C'est un sportif, c'est un footballeur. Non, il est passionné. Déjà, le père de Hassan II était passionné, ça se voit, parce que ses conseils, alors peut-être c'est sûr, il déborde ses fonctions, parce qu'il n'est pas censé rentrer dans l'équipe, mais c'est pas des conseils absurdes, quoi. C'est les conseils de quelqu'un qui connaît le ballon. De quelqu'un qui s'y connaît, voilà. Connaît le ballon. Ah. En fait, il est comme tous les Marocains, il a envie de donner des ordres à l'entraîneur, sauf que lui, il pouvait le faire. Et il l'a fait. Mais dans la construction, il y a le sport, Nawal Moutsaoukil, Saïd Aoueta, El Guerrouj dans une autre, mais le foot surtout. C'est-à-dire, il y avait le côté ciment. Il y avait le côté ciment. Ciment national, et puis l'image à l'extérieur, à l'étranger, comme quoi il y a des choses qui se passent, c'est que, bon, peut-être on gagnait pas beaucoup, mais on est là et on est fort. Et j'ai envie de dire aussi que, peut-être ça relativise ce qu'on a raconté dans les autres podcasts, que, tu sais, normalement, dans un football, dans les pays, disons, structuré plus classiquement, c'est comme une pyramide. Tu as beaucoup de joueurs amateurs qui donnent un peu comme une pyramide au-dessus. Voilà. Des joueurs professionnels sont moins nombreux. Ensuite, il y a les joueurs d'élite. Et au top des joueurs d'élite, tu as le joueur de l'équipe nationale, une quinzaine, une quarantaine. Absolument. Donc c'est une pyramide qui va de la base, avec des gens comme toi et moi, et qui arrive jusqu'à voilà. Donc, mais chez nous, non. Chez nous, non. Chez nous, le fait qu'on ait ces besoins, cette envie d'avoir une équipe nationale performante très vite, rapidement, fait qu'elle va être, elle, toute seule, pas la conséquence d'une formation de masse et d'un travail qui implique les scolaires, les amateurs. Non, elle va être toute seule. On va passer beaucoup de temps à chercher les raccourcis. Voilà ce que j'essaie de dire. En allant directement former ces 22 qui vont nous régler le problème. Ces 22 qu'on va chercher à l'étranger, ces 22 qu'on va former dans un centre, machin, etc. Ils ne sont pas la conséquence d'un football, alors qu'elle l'était. Hein. Elle était dans les années 80 et 90, c'était la conséquence. On a parlé de 98, je t'ai dit, sur le terrain, il y avait Stade, il y avait Raja, il y avait le Wydad, il y avait le Gish, il y avait le FUS, il y avait Berkane, voilà. Excellent. D'où l'intérêt de la formation qui nous a donné ce résultat de Qatar. Merci beaucoup, Reda. Merci, les amis. Restez à l'écoute. C'est la fin de podcast Le Muntakhab pour cette saison. À la prochaine. Produit avec le soutien de Sidi Ali, au officiel des équipes nationales du Maroc.